Et si l'on disait qu'il y avait autrefois un homme qui vendait du charbon à Newcastle, des chauves-lits sous les tropiques et des chats errants dans les Caraïbes? On pourrait croire que tout cela est tiré d'un sketch, mais il s'agit bel et bien de l'histoire de Timothy Dexter. Né en 1747 à Malden, dans le Massachusetts, la situation financière de sa famille n'était pas brillante et ne lui aurait jamais permis d'accéder à une éducation adéquate. Dès l'âge de 8 ans, il quitta donc l'école pour travailler dans une ferme. À 16 ans, Timothy devint apprenti tanneur à Boston, un métier alors perçu comme figurant parmi les plus ingrats, mais dont le salaire était convenable. Ses maîtres jouissaient d'une expertise rare dans le travail du cuir marocain, très prisé par les amateurs de mode de l'époque. À 21 ans, Dexter se lança dans sa propre affaire, fabriquant des gants en cuir et des culottes en peau d'élan. Malgré l'agitation qui régnait à Boston après les nouvelles taxes et la célèbre Tea Party, Timothy choisit de rester en ville. Sa constance fut bientôt récompensée lorsqu'il fit la connaissance d'Elizabeth Frothingham, une riche veuve qui tomba sous son charme, et ils ne tardèrent pas à se marier. Il était enchanté d'emménager dans le quartier huppé de Charlestown à Boston. Cependant, ses nouveaux voisins, de grands bourgeois comme John Hancock et Thomas Russell, qui était alors l'un des hommes les plus riches du pays, ne le considéraient pas comme leur égal, et le voyaient comme un rustre qui avait simplement épousé une femme fortunée. Ne pouvant tolérer un tel rejet, Dexter décida de leur prouver qu'il était digne de leur respect. Il entreprit d'obtenir un poste dans la fonction publique en soumettant des dizaines de pétitions aux autorités de sa ville natale. Finalement, les autorités consentirent à lui tailler un poste sur mesure, inspecteur des cerfs. Sa mission consistait à surveiller la population de cerfs dans la ville, bien que le dernier Faon ait déserté les environs depuis près de 19 ans. Néanmoins, M. Dexter se plaisait dans ce rôle et passa à la seconde phase de son plan. S'enrichir. Il ouvrit un magasin dans le sous-sol de la maison de sa femme et parvint à mettre plusieurs milliers de dollars de côté. En 1775, le Congrès continental introduisit une nouvelle monnaie papier, le dollar continental, pour une valeur d'environ 250 millions de dollars. Les commerçants refusèrent contre cette nouvelle devise, mais celle-ci continua d'être imprimée en masse, inondant le marché et perdant rapidement sa valeur. Une expression fut même inventée, ça ne vaut même pas un continental. Soucieux de leur image et désireux de soutenir les citoyens modestes, les riches voisins de Dexter se mirent à acheter ces billets presque entièrement dévalués. Voyant là une opportunité, notre héros investit toutes les économies du couple pour acheter une grande quantité de ces billets dépréciés. Son audace fut couronnée de succès. Avec l'adoption de la Constitution des États-Unis, les détenteurs de ces dollars continentaux purent les échanger pour 1% de leur valeur d'origine. L'importante quantité de billets que possédait Dexter lui permit ainsi de devenir immensément riche. Convaincu que cette nouvelle fortune lui permettrait enfin de gagner l'amitié de ses voisins, il fut une fois de plus rejeté. Estimant que le problème venait de leur caractère et non du sien, Dexter décida de déménager avec sa famille près du port marchand de Newburyport, toujours dans le Massachusetts. Il disposait à présent de suffisamment de fonds pour acquérir une flotte de navires, une écurie bien garnie, un somptueux château avec vue sur la mer, et des meubles luxueux, y compris un carrosse gravé de ses initiales. Dexter appréciait particulièrement que l'on se réfère à lui en tant que Lord. Il fit appel aux plus grands sculpteurs d'Europe pour concevoir plus de 40 statues de bois gigantesques qui vinrent embellir sa propriété. Parmi ces statues figuraient celles de George Washington, Thomas Jefferson, John Adams et, bien entendu, Timothy Dexter lui-même. La plaque sous son effigie le proclamait « premier à l'Est comme à l'Ouest » et le plus grand philosophe du monde occidental. Le coût total de ces sculptures équivalait à celui de tout le domaine, suscitant l'étonnement des passants. L'épouse de Dexter, gênée par cet affichage ostentatoire, finit par quitter le domicile, et la demeure se métamorphosa peu à peu en un palais frivole. Ses nouveaux voisins ne goûtaient guère sa compagnie et espérèrent le ruiner en lui prodiguant les pires conseils financiers. L'un d'eux suggéra à Dexter de vendre des bassinoires aux Antilles. Très populaires au XVIIIe siècle, ces ustensiles en laiton, dotés de longs manches, servaient à réchauffer les lits. Mais les Antilles, cette région tropicale où il fait toujours chaud, cela n'arrêta pas notre héros. Dexter acheta 42 000 bassinoires, en chargea 9 navires et prit la mer sous les ricanements de ses voisins.
À son arrivée dans les Caraïbes, il se rendit vite compte que personne n'avait besoin de chauffe-lit. Sans se démonter, il les fit alors passer pour des louches à mélasse, qu'il vendit aux propriétaires de plantations de sucre. Tous voulaient en acheter au moins 3 ou 4, et Dexter réalisa de coquets bénéfices avec une marge de 79% par article. Il parvint également à écouler des mitaines en laine sur place que des marchands asiatiques lui achetèrent pour les exporter en Sibérie. Vendre des appareils de chauffage sous les tropiques s'avéra fructueux. Mais qui oserait exporter du charbon à Newcastle? Ainsi, un marchand persuada Dexter que l'anthracite était très recherché dans la plus grande cité houillère d'Angleterre. Sans se douter de la réalité, il se rendit donc au Royaume-Uni. Mais par chance, à son arrivée, les mineurs étaient en grève, et il parvint à revendre son charbon à Newcastle, en dégageant une forte marge. Il regagna son château en vainqueur, avec un tonneau et demi de pièces d'argent en récompense de ses efforts. Dexter prit ensuite une décision commerciale encore plus extravagante, en expédiant des gants d'hiver dans le Pacifique Sud. Il arriva à point nommé pour croiser des marins portugais en route vers des climats plus froids, qui lui achetèrent de sa marchandise. Dexter parvint également à écouler les 340 tonnes d'os de baleine qu'il avait accumulées, monopolisant ainsi le marché des corsets pour dames, des baleines de colle, des fouets de cocher, des jouets, et même des machines à écrire, engrangeant au passage d'importants bénéfices. À un moment donné, la prolifération des chats errants à Newburyport devint proprement ingérable. Lors d'un conseil municipal, la décision fut prise de s'en débarrasser, mais Dexter proposa de les acheter et de s'en occuper. Et bien sûr, il trouva un moyen de les revendre à un prix élevé. Les propriétaires d'entrepôts dans les Caraïbes, confrontés à une invasion de rats, étaient ravis de se procurer les félins. Il pourrait sembler que ces décisions n'étaient que le fruit d'excentricité ou d'impulsion, mais les biographes qui se sont penchés sur ses choix ont conclu qu'il avait en réalité développé une véritable stratégie. Dexter avait compris que la clé du succès était d'identifier les biens manquants sur le marché, de les accumuler en grande quantité, puis de les revendre au prix de son choix. Le choix de ces marchandises était souvent atypique, mais, au final, la stratégie fonctionnait. À l'âge de 50 ans, Dexter publia un livre intitulé « A Pickle for the Knowing Ones », dans lequel il critiquait les autorités et se plaignait de sa femme. Le livre contenait près de 9000 mots, mais aucune ponctuation, avec une orthographe et une capitalisation propre à son style. Voici un échantillon de son anglais très particulier. Dexter finança lui-même la première édition et la distribua gratuitement. Contre toute attente, le livre rencontra le succès et fut réimprimé 8 fois. Dans la seconde édition, il ajouta une page entière remplie de signes de ponctuation, en réponse aux critiques qui regrettèrent leur absence dans la première version. Il invita ses lecteurs à les insérer librement, là où il le jugeait nécessaire. Dexter fut profondément soucieux de l'opinion des autres tout au long de sa vie, à tel point qu'il alla jusqu'à simuler sa propre mort pour observer qui assisterait à ses funérailles et comment il se comporterait. Il mit fin à la mascarade lorsqu'il remarqua que sa femme ne semblait guère affectée par son trépas simulé.